Eh ben, avec grand plaisir. Bah, alors, bah, merci à tous les présents, qui sont arrivés, peu ou prou, à l'heure. On a un programme assez dense, sur cette thématique de remploi et recyclage. En préambule, pour me présenter, je suis directeur marketing au sein d'Ecologic. Ecologic qui est, un éco-organisme agréé par, l'État pour la collecte et le recyclage des équipements électriques et électroniques. J'ai la chance de découvrir cette filière, dès ses débuts, donc dans les années, 2004-2005. J'espère, vous faire partager toute mon expérience à travers, cette conférence qui va durer environ 1 heure. Alors on a prévu environ 45 minutes, puis 15 minutes sur le jeu des questions-réponses. Néanmoins, j'aime bien l'interaction, donc faut surtout pas hésiter à poser des questions en direct. Alors je vais pas pouvoir, vous regarder ou regarder le chat en même temps que je présente, mais je compte sur Thomas pour, m'interpeller s'il y a des questions. Et puis, bah, soit je répondrai aux questions, directement, soit, si je sais que j'aborde le point un peu plus tard, je remettrai la réponse, mais je promets répondre à toutes les questions. Et puis je suis aussi vice-président donc de l'Alliance Green IT, l'association qui regroupe, une centaine d'acteurs, tous engagés dans une démarche de responsabilité numérique. C'est avec cette double casquette que j'ai orienté cette présentation sur la thématique du réemploi et du recyclage sur les déchets, en particulier qui sont les déchets IT. Donc au sommaire de la présentation, on va parler de matérialité, on va parler d'impact, de prise de conscience, législation, de définition, revoir un petit peu les termes, aller dans l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont, les limites? Quel est l'état de l'art? Voilà, on a un programme, assez dense que je vais, tenter de respecter. Et puis, j'ai voulu aussi faire le lien avec, ce qui nous réunit, autour de la démarche de numérique responsable, de commencer cette présentation par, cette notion de matérialité de nos usages numériques. Et puis, petit à petit, j'irai vers, ces phases de fin de vie, fin d'usage qui sont, à la fois, la fin du cercle vertueux, mais aussi, le début. Vu que, c'est un cercle, toute l'importance de ces bonnes pratiques, qu'on peut, avoir, chacun à notre niveau ou au niveau de nos organisations. Donc comme j'ai intitulé le numérique, c'est pas magique, on sait tous, je pense autour de cette table, on a une audience de spécialistes, mais c'est quand même bien de rappeler que, heu, q derrière Oui, tout beaucoup de à nos fait. usages, se cache souvent, derrière une simplicité de Tout clic, le monde a un gadget. on veut tout, que tout se déroule en 3 clics et cetera. Mais derrière, il y a une aide matérielle, qui est composée d'équipements et ça c'est du concret, c'est du matériel si c'est pas magique, ça fonctionne comme un petit peu, comme de la magie. Donc on va essayer de regarder ensemble ce fameux tour de magie. Pour rappel, le numérique, des usages numériques, c'est des échanges de données à travers du matériel. Donc le schéma que vous voyez à l'écran, représente, la modélisation d'un service numérique tel qu'il a été défini dans le référentiel méthodologique, de mesure d'impact de l'ADEME. On voit que, derrière, l'achat d'un repas en ligne qu'on va faire en côté utilisateur en quelques clics se cache, finalement une douzaine d'échanges, de données à travers, des matériels encore une fois, des matériels qu'il va falloir, créer et qui, nécessitent, au fur et à mesure de l'avancée technologique, de plus en plus, de ressources. Donc pour illustrer ce point sur ce graphe, on voit, entre, les moulins de 1700 et les équipements, mobiles, actuels, on voit, comment, on va puiser dans cette fameuse table de Mendeleïev de façon, toujours plus forte. On a une sorte de 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 comment dire? De problématique. C'est que plus les objets qui nous entourent sont petits, plus finalement, pour les fabriquer, il va falloir, énormément de ressources ça, ça vaut, à l'échelle de chaque équipement. Mais quand on transporte ça à l'échelle mondiale, il faut imaginer que,
tous ces équipements, ça représente des dizaines de milliards, de terminaux informatiques, que ce soit des ordinateurs portables, des smartphones, des millions d'équipements, réseaux, enfin des dizaines de millions d'antennes, et d'équipements réseau pour faire la connexion entre ces équipements et puis, des serveurs, des dizaines de millions de serveurs, qui vont permettre de rendre, les services, numériques. Donc, ce qui est quand même important de retenir à ce niveau-là, c'est que, quand on dit que, c'est la partie des terminaux qui impacte le plus, l'environnement, c'est surtout, sur un effet d'échelle. On a 1000 fois plus de terminaux que de serveurs. Donc de fait, quand on agrège tout ça, on a une part, très importante, des terminaux. Mais si on regarde, à l'échelle, de l'équipement, c'est autant impactant de construire un ordinateur qu'un serveur, peu ou prou, hein. Donc si on veut imaginer, à quoi correspond tous ces matériels au niveau mondial, c'est 223 millions de tonnes et 223 millions de tonnes, ça représente, à peu près 5 fois le parc automobile français. Alors c'est vrai qu'on essaie toujours de trouver des équivalences qui parlent. Bon, moi perso, j'ai du mal à déjà voir ce que c'est un parc automobile français, donc c'est musique, c'est encore plus, c'est 5 fois plus. Et puis, donc toute la fabrication de ces équipements, l'usage et ce qu'on en fait, en fin d'usage, ça a des impacts, sur l'environnement. Les impacts qu'on connaît le plus, c'est les impacts, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, qu'on considère être de l'ordre de 4 des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est aussi 5 à 6 de, la consommation électrique. Et évidemment, l'électricité, va falloir la fabriquer aussi à partir de ressources, donc aller chercher ces ressources, donc à nouveau émettre des gaz à effet de serre. Mais ce qui est aussi important de retenir, c'est que, les impacts ne se limitent pas, ni aux énergies, ni aux gaz à effet de serre. C'est aussi, de lourds impacts, en termes de production de déchets. On estime entre 50 et 75 millions de tonnes de déchets au niveau, mondial et ces millions de déchets sont plus ou moins bien traités, selon, les territoires. Évidemment que, au ni on se comp un Français ne se comporte pas comme un Américain. On n'a pas du tout, la même législation. Je vais avoir le temps de le détailler, tout à l'heure. Il faut savoir qu'en Europe, on a les conditions réglementaires les plus strictes, et au sein de l'Europe, la France est plutôt bon élève vu que, au dernier rapport, de l'OCDE qui faisait un benchmark de toutes les solutions, européennes, la France était citée 17 fois, comme étant, pour ses bonnes pratiques. Donc, on peut dire qu'on est, un bon élève. Donc, à l'échelle de la France, et pour relativiser ces dizaines de millions de tonnes, il faut savoir que chaque année en France, on met à peu près 2,1 millions de tonnes d'équipements sur le marché. Donc là, je ne parle pas des productions de déchets, mais bien de ce qu'on met, c'est 2 millions de tonnes. Donc vous voyez bien que ces 50 à 75 millions de tonnes réparties dans le monde, sont très faiblement, des équipements, en provenance de la France qui possède sa filière. Enfin, l'impact, qui est, un des plus importants, c'est l'impact ressources. Comme je disais, on utilise de plus en plus de métaux pour construire des équipements, technologiquement avancés. On a un indice qui permet de suivre, cette pression sur, les matières qui permettent de construire des produits manufacturés. C'est l'indice MIPS et l'indice MIPS pour une carte électronique, c'est, 16 000. Ça veut dire que pour faire 1 gramme de puce électronique, je vais consommer 16 kilos de ressources. À titre de comparaison, l'indice MIPS d'une, voiture, c'est 54. Donc, vous voyez comment, plus le bien est technologiquement avancé, plus, on va aller, chercher les ressources. Donc tous ces impacts, c'est des impacts, au niveau, sur le climat, par les émissions de gaz à effet de serre, on en a parlé, mais aussi la déforestation, qu'on fait pour aller chercher des matières. C'est des impacts sur la biodiversité, du fait de pollution de sol, d'air, d'eau. Et enfin, c'est des impacts, sur, les ressources, que ce soit, les minerais comme, les énergies, les ressources eau, ou, les énergies fossiles. Alors pour bien comprendre, d'où naissent ces impacts finalement,
on peut parler du cycle produit. Donc le cycle produit, il commence par, voilà, le haut du cercle qui se dessine à l'écran. On a une phase de conception, de fabrication et puis, on va distribuer, un équipement. Cet équipement va être utilisé par un utilisateur. Cette phase d'utilisation, on va faire en sorte, on le sait tous, autour de cette table, d'allonger au maximum notre durée d'usage. Donc on va faire des opérations de réparation, faire des opérations de réemploi pour allonger cette, durée de vie. Mais bah, la bonne nouvelle, enfin la mauvaise nouvelle, c'est que, bah, on va tous mourir et nos équipements aussi. Et donc à un moment donné, nos équipements deviendront des déchets et ces déchets, bah, il faudra, assurer, leur collecte, leur traitement et leur traitement en vue de leur recyclage et donc finalement, on va avoir un cycle matière où, la matière, élémentaire, vierge, va devenir après fabrication un équipement et puis cet équipement, une fois, abandonné deviendra un déchet qu'on va recycler et qui deviendra une nouvelle matière. Sur ce cercle, on voit donc bien que, le poids, environnemental étant tellement important à l'extraction, des matières, que plus on va recycler, nos équipements et moins on va faire de pression sur cette phase d'extraction. Donc, l'intérêt de cette fin de vie, de fin d'usage, c'est que, c'est la fin du cercle, mais c'est aussi le début de la deuxième vie ou du deuxième usage. Donc on est, au début et à la fin, et donc bah, c'est pour ça qu'on va se concentrer sur, ce début d'opération qu'est l'extraction et sur cette, fin de vie où on a, l'essentiel de nos bonnes pratiques à utiliser. Alors pourquoi, ça pèse beaucoup en extraction en termes d'impact environnemental? Donc voilà, l'extraction, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est des zones souvent, reculées, derrière des collines bien cachées, où il y avait très certainement avant de belles forêts, bah, qu'on a déforestées et puis, on va venir, faire des trous pour, puiser, et chercher, dans ces sols, bah, différents, métaux qu'on cherche et puis, bah, d'ailleurs, en cherchant certains, on va aussi détruire d'autres et donc il y a beaucoup de gaspillage et tout ça, bah, ça crée le plus gros impact. Le camion que vous voyez à l'écran, hein, il se déplace pas à l'énergie, électrique, hein, il est bien diesel, donc ce qu'on appelle les énergies grises. Tout ce déplacement d'installation, bah, crée ces impacts. Sans compter, les conditions de travail, les conditions dangereuses, des conditions sociales, qui sont pas toujours, au niveau de nos exigences, européennes parce que, c'est quand même, dans des territoires, qu'on ne maîtrise pas que se produisent ces opérations. Et puis, bah, voilà, ça a des conséquences, en termes de destruction, dégradation de sol, sur l'eau et cetera. Pour bien vraiment se rendre compte de ce que c'est, à l'écran, vous avez 2 images. Celle de gauche, elle représente une mine de cuivre, qui a été totalement exploitée, donc l'exploitation est finie. On voit, pour, échelle, la tour Eiffel sur le côté et est représentée une boule en cuivre au milieu et donc c'est pour modéliser, la masse totale de cuivre qui aurait été extrait de, cette mine. Donc vous voyez, pour aller chercher cette petite boule, il aura fallu faire ce gros trou. Et cette petite boule, on le retrouve à droite sur l'image, c'est le point blanc, ainsi que le gros trou dans lequel elle est et on voit que, bah, c'est pas que ce trou qui concerne, la mine, c'est aussi toutes les installations, qu'il a fallu, mettre, à côté pour pouvoir extraire et puis, réaliser différentes opérations, d'affinage, parce que, bah, une fois qu'on a extrait, le minerai, qu'il est très peu concentré en matière, il va falloir faire plusieurs opérations, de métallurgie, de minéralogie pour arriver à, une matière qu'on va pouvoir utiliser, au niveau industriel. Donc bah, tout ça, ça se produit pour la plupart sur les sites et c'est ce qui crée l'immensité de ces installations, lors des phases d'extraction et donc on comprend, tout à fait, pourquoi, c'est cette phase-là qui impacte, le plus et on peut aller plus loin, c'est que même après, quand on a fini d'extraire dans ces mines, ouais, vous voyez la photo en 2001-2014. 2001, c'est la fin d'exploitation de cette mine et en 2014, bah, on comprend que, les problèmes environnementaux, ils continuent. Là, on voit un magnifique lac rose dans lequel on n'a pas trop envie de se baigner. On imagine que c'est très, très, lourd en métaux et puis que, bah,
cette réserve d'eau va couler à travers la terre, aller dans la nappe phréatique et puis se jeter dans nos rivières, puis dans la mer. Donc voilà, même après qu'on ait fini d'extraire des métaux dans une mine, le mal n'est pas encore fini. Donc, bah, au final, pour illustrer ce poids de cette phase d'extraction et de fabrication, vous voyez à l'écran la modélisation de l'impact carbone d'une télévision et vous voyez sur 374 kilos sur toute la durée de vie de cette télé, il y aura eu 299 kilos émis dès la phase de fabrication, du fait de l'extraction notamment. Et donc, bah, cette fameuse valise ou ce fameux sac à dos écologique, on se le prend dès le départ en fait, hein. Donc, d'où la très bonne pratique, l'essentiel de la bonne pratique, d'allonger la durée de vie de nos équipements. On comprend bien que vu que le mal est fait d'entrée, si j'utilise un smartphone 18 mois ou si je l'utilise 3 ans, bah, mon impact va être réduit de 2, tout simplement en allongeant sa durée de vie. Donc là, à l'écran, vous voyez le fameux sac à dos, c'est les ressources qui vont être nécessaires pour fabriquer un ordinateur portable et on comprend que la partie immergée de l'iceberg est bien plus vaste que, l'équipement, qu'on voit sur la partie émergée. Alors, tous ces impacts environnementaux, toutes ces problématiques, tous ces enjeux de ressources, c'est pas, vraiment quelque chose qu'on découvre. Tout est écrit depuis 1972. C'est le fameux, rapport, Meadows qui, prévoyait, exactement, ce qui est en train de se produire et qui est, rappelé à chaque, nouvelle publication du rapport GIEC et pourtant, bah, voilà, on a un long cheminement pour prendre conscience de ces enjeux, et bah, il est toujours, important d'agir vite. Alors la bonne nouvelle, c'est que, bah, en effet, depuis 1972, la réglementation a évolué et là, on voit bien sur le schéma, ça a évolué très lentement au début et puis, bah, petit à petit, ça s'accélère et là, vraiment, ces dernières années, je dirais, depuis sur la partie, D3E, on va dire que c'est depuis 2018 qu'on a une vraie accélération, mais sinon Romuald, au niveau numérique oui? je te coupe rapidement parce qu'on a des messages dans le chat. En fait, la réunion est apparemment limitée à 50 personnes et on a des personnes bloquées en salle d'attente. D'accord. Alors je Est-ce vais, voir ce que tu qui as se passe un tout de suite. paramétrage rapidement pour ça? Hop. Hem, je vois pas où j'ai une limite, Thomas, si tu peux me J'essaye de regarder. je vais, voir. Mmh. C'est bien embêtant. Tchouk, 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 tchouk. C'est curieux cette limite, et je vois pas d'où ça peut venir. Moi aussi parce que, Si des personnes dans la réunion connaissent, ont une bien compétence Teams, Teams et des compétences et pourraient savoir d'où vient le problème d'une limite à 50 personnes dans une réunion, on est preneur de la réflexion.
vais regarder dans tous les paramétrages. En liste d'attente, tu as personne? Non. Ok, eh ben écoute, je te propose qu'on continue quand même, si on n'arrive pas à régler le problème en séance. De toute façon, la présentation est enregistrée, donc on enverra le replay du webinaire avec toutes nos excuses à ceux qui ne peuvent pas se connecter actuellement. Bon, je continue et si ça se débloque, je viens d'envoyer un message à ma DSI pour voir s'il y a pas un blocage. Après, c'est limite entre 100 et 300. Mais nous, on est 50. Et elles seront entendues par ceux qui les excuses seront entendues Voilà, par seront écrites. seront Non, bah, écrites et seront entendues on par ceux qui refera une session, hein, sur, c'est vraiment embêtant, hein. ouais. Alors bon, je vous dirai si j'ai un retour, donc je continue, je reprends et s'il faut refaire une session, on refera une session et évidemment la séance est enregistrée donc on prêtera, on diffusera, la vidéo. Donc je disais la législation a beaucoup évolué, ces dernières années. Et au final, depuis 2005, est installé au niveau européen au niveau des équipements électriques et électroniques, un mécanisme, un dispositif qui s'appelle la REP, la responsabilité, élargie des producteurs. Ce dispositif, il consiste à faire supporter aux metteurs sur le marché, qu'on appelle les producteurs d'équipements, une responsabilité, significative sur la gestion des déchets issus des équipements qu'ils auront mis sur le marché et notamment les coûts, liés, au recyclage. Donc l'enjeu de ce dispositif, il répond à la problématique qu'on vient de voir. D'une part, éviter les pollutions, que ce soit, en réduisant la pression sur les matières vierges ou par le mauvais traitement de nos déchets et aussi de préserver les ressources. Bah, on voit bien dans le cercle que plus je vais, générer de la matière recyclée et moins je vais, avoir besoin de matières vierges. Donc ce dispositif, de la REP, il rentre dans une législation, qui est européenne, et française. Hem Donc vous voyez, ça commence, dans les années 75 où, on commence à créer des catégories de déchets, bien particuliers. Ensuite, on s'interdit d'exporter nos déchets dangereux en signant la convention de Bâle en 89 et puis, bah, concernant les équipements électriques et électroniques, ça commence par la fameuse directive, 2002 qui a été transcrite en droit français, dans les années 2005. Puis cette directive a été révisée 2 fois, en 2012 et en 2018 et a mis en place, enfin, a donné la transcription dans des décrets, donc en 2014 et en 2017. Donc il y a cette directive qui a impulsé, la mise en application, au niveau national, mais pas que, il y a aussi, 2 lois importantes. La loi sur la transition, écologique, qui, a, généré des obligations sur les opérateurs de traitement de déchets. Ça, c'était un premier point, important. Et puis, en 2021, mi-21, la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire, qui, concernant la partie, des équipements électriques et électroniques et des éco-organismes, a, quand même apporté des avancées, importantes. D'une part sur, l'obligation de l'acheteur public à acquérir, au minimum 20 de ses achats sur des produits reconditionnés ou produits avec des matières, issues de recyclage. C'est aussi la mise en place des fonds réparation et des fonds réemploi,
donc qui vise à allonger la durée de vie, donc gérée par les éco-organismes, et aussi des points importants sur l'indice de réparabilité, sur les plans de prévention d'éco-conception qui sont imposés aux fabricants. Et donc, c'est quand même des points importants qui viennent cadrer notre fameuse filière agréée de recyclage des déchets équipements électriques et électroniques. Les récentes évolutions, c'est donc la DMA, la DSA au niveau européen, mais au niveau français, la loi RIN, pardon, donc la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, vient préciser et imposer la mise en place de stratégies numériques responsables sur les collectivités territoriales, et ensuite va imposer à ces acteurs de favoriser le réemploi plutôt que la destruction de certains équipements, et notamment en fonction de leur durée d'usage. Et donc très récemment, là, le dernier décret qui concerne le sujet, c'est les 3 décrets pièces détachées qui viennent cadrer tout ce qui concerne les pièces détachées sur leur disponibilité, sur comment les trouver, comment y accéder, etc. Alors évidemment, toutes ces slides seront aussi partagées, donc l'idée c'est que ça puisse vous servir comme repère pour si vous avez besoin de faire référence à la législation. Donc de toutes ces obligations réglementaires naissent des obligations par partie prenante. Donc les parties prenantes, il y en a 4 principales. Il y a le metteur sur le marché, celui qui produit les équipements. Il y a le distributeur, celui qui va les distribuer, faire le lien entre le fabricant et l'utilisateur. Il y a l'utilisateur et enfin il y a l'opérateur, le gestionnaire de déchets qui va traiter les déchets issus de la fin de vie de ces équipements. Donc on retrouve ici toutes les obligations, droits et devoirs de chacun. Je ne vais pas les détailler, encore une fois, je partage cette présentation, donc chacun pourra y trouver. En gros, le fabricant, il a l'obligation de marquer ses produits, de proposer des solutions et d'informer sur ce qu'il met sur le marché et comment ces produits peuvent être traités. Tout ça en toute transparence. Le distributeur, il a l'obligation de reprise d'équipements dès l'instant qu'il vend des équipements neufs, il a l'obligation de reprendre des anciens, donc avec différentes modalités en fonction de la taille, soit des magasins si c'est la distribution pour les ménages, soit des distributeurs professionnels pour les équipements professionnels. Donc il y a des petites différences entre les deux. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il a une obligation de reprise. Et ce qui est important aussi, c'est le détenteur, donc vous et moi, quand on utilise des équipements électriques et électroniques et donc on décide de s'en défaire, que ça devient des déchets, on a une obligation. Et notre obligation, notre responsabilité court jusqu'à la valorisation finale. Donc c'est précisé dans l'article L541-2 du Code de l'environnement. Et même si on confie ces équipements à un tiers, on se doit de s'assurer que tout va être dans la conformité. Donc je viendrai expliquer après ce qu'est la conformité. Par exception à ce principe de responsabilité jusqu'à la valorisation finale, l'article L541-10 en haut précise que si vous confiez vos équipements à un éco-organisme, dans ces cas-là, la responsabilité s'éteint, quels que soient les acteurs, les sous-traitants qui vont avoir lieu derrière. La responsabilité s'éteint, les déchets devenons à la détention de l'éco-organisme qui lui-même en fait intervient pour le compte des fabricants pour lequel il répond à cette exigence de gérer la fin de vie de leurs équipements. Donc concrètement, il est écrit dans le Code de l'environnement, à l'article R541-45, que si vous confiez vos équipements à un éco-organisme, vous n'êtes pas obligé de suivre un bordereau de suivi de déchets. Pourquoi? Parce que c'est l'éco-organisme qui lui-même va émettre son bordereau de suivi de déchets. Alors ce dernier point est en train d'évoluer du fait de la mise en place d'un dispositif qui s'appelle Track Déchets. Donc ça va un petit peu changer, mais le concept reste le même. La responsabilité s'éteint dès l'instant qu'on confie à un éco-organisme. Les obligations des
opérateurs ou des gestionnaires de déchets. Donc ça, c'est le R543-200-1 qui est issu de la loi sur la transition énergétique. C'est un dispositif très important pour tous parce que c'est un outil réglementaire qui permet de s'assurer que la personne à qui on va confier les déchets a le minimum des autorisations pour le faire. Et donc, le minimum, c'est qu'il doit être en contrat avec un éco-organisme ou une solution individuelle. Ça, c'est quand un fabricant répond de manière individuelle à ses obligations, donc pour les équipements de sa marque, ou alors il doit attester que s'il opère juste une opération de collecte, mais qui va remettre ses équipements à un opérateur de traitement, dans ces cas-là, il doit justifier que cet opérateur de traitement-là est bien en contrat avec un éco-organisme. Donc, c'est quelque chose de très simple à faire envers les personnes à qui vous confiez vos déchets, de leur demander l'exemplaire de ce contrat. Nous, éco-organisme, on vérifie que les pratiques sont en place et à partir de là, on offre gratuitement ce contrat. Donc ceux qui n'auraient pas le contrat, c'est qu'ils sont quand même, c'est que ça reste quand même un peu flou et puis, comme vous le savez, quand c'est flou, c'est souvent qu'il y a un loup. Hem, donc, on parle de déchets, on parle d'équipements, c'est pas toujours facile de s'y retrouver, donc, je fais une petite, halte sur les définitions. La notion de déchet, elle est associée avec l'acte de se défaire. Dès l'instant que je me défais ou que j'ai l'intention ou l'obligation de me défaire, je vais, transformer un équipement au fameux statut de déchet. Donc le déchet d'équipement électrique et électronique, le D3E, c'est ni plus ni moins que le déchet qui est issu d'un équipement électrique. Et un équipement électrique, c'est tout simplement un équipement qui fonctionne grâce à un courant ou un champ électromagnétique. Donc en gros, tout ce qui a une prise, une batterie, un accumulateur, par exemple une calculatrice, solaire, c'est aussi un équipement électrique, électronique. Depuis, il y avait quelques types d'équipements qui étaient exclus, mais depuis 2018, le principe de open scope, pardon, c'est que tout est équipement électrique et électronique, sauf ce qui est exclu. Et en l'occurrence, ce qui est exclu, c'est les gros outils, donc de plus de 2 tonnes et les équipements qui, ont plus de 2,50 m de côté. Donc, voilà, dès que ça commence à être vraiment des grosses machines, des gros outils, là, c'est exclu du dispositif de la REP. Donc concrètement, ça ressemble, le périmètre, des équipements, ça concerne, voilà, l'informatique, les loisirs, tout ce qui est équipement de froid, outillage, les équipements de cuisine, voilà, tout ça est concerné par ce dispositif REP, et tous ces équipements sont soumis, aux obligations, dont j'ai parlé, un peu plus tôt. Toutes ces définitions, des, statuts, des opérations qui sont liées à ces statuts sont définies dans l'article L 541-1-1 du code de l'environnement. Je ne vais pas les lire, mais en tout cas, vous pouvez faire référence. On a la chance sur notre, activité d'avoir des termes qui sont précis et définis, donc qui ne devraient pas donner lieu à, plus d'interprétations que ces définitions. En résumé, on a, 3 états de vie, d'un produit. Il démarre sa vie en étant neuf, donc on le suit à l'unité. On sait qu'on va acheter tant, 10, 20, 100 ordinateurs, par exemple. On voit à quoi ça ressemble, c'est bien emballé, ça brille, il y a pas de rayures et puis, cet équipement, il va être utilisé, donc il va avoir un certain usage, il va s'user. Il peut rester encore un équipement d'occasion. L'équipement d'occasion, finalement, on va le caractériser au moment d'un changement de main. Donc quand il y a un changement de main, il y a un transfert de propriété, il y a un acte de cession. Je ne peux que conseiller, ceux qui font, cette opération de réemploi, formaliser ce geste par un acte de cession à titre, pécunier ou à titre gratuit, s'il s'agit d'un don. Et puis, comme je disais, on va tous mourir. Cet équipement, d'occasion, même s'il a 1, 2, 3, 4, 5 vies, à un moment donné, il deviendra un déchet et à ce moment-là, ce déchet pèsera sur celui qui le détient un devoir d'élimination, et de l'éliminer, de façon conforme à la, législation. Donc
Voilà, on réillustre ça et ce qui me permet aussi d'appuyer sur, différents, taux qu'on peut lire dans la presse, qu'on peut, voir sur des rapports, de bien comprendre ce qui se cache derrière ces mots. Donc on va, une organisation, une entreprise d'administration, elle est face, à une problématique de fin d'usage. Elle va favoriser l'allongement de la durée de vie, soit en interne, soit, en faisant un don, soit en faisant, une vente. Donc l'équipement va rester, un équipement. Il va sortir de l'organisation, mais il va rester un équipement. Là, on va pouvoir mesurer un taux de réemploi, c'est-à-dire le pourcentage d'équipements qui n'auront pas, qui ne seront pas devenus des déchets. La fin de vie arrivera, soit directement, soit après plusieurs vies et à ce moment-là, les déchets vont devoir être traités et le traitement des déchets électriques et électroniques, doit suivre, un principe de hiérarchie des traitements. Donc d'abord, on va essayer de réutiliser un déchet. Donc là, ça consiste à, ne pas le détruire, le garder dans une de ses fonctions et l'utiliser, à quelque chose. Si on ne peut pas le réutiliser, on va recycler. Le recyclage étant la transformation d'un déchet en matière. Si on ne peut pas, recycler en matière, une partie de ce déchet, on va, substituer, faire de la valorisation énergétique. Il faut savoir que dans les équipements, dans le poids total d'un équipement, il n'y a pas que de la matière, il y a aussi des polluants et donc l'enjeu sur ces polluants, c'est de sécuriser leur pollution. Donc, là, on va faire, soit de la valorisation énergétique, soit de la substitution bien cadrée. Tout ce qu'on ne pourra pas, faire avec ces opérations, sera éliminé, soit en incinération, soit en enfouissement dans des centres d'enfouissement technique. C'est pas au bout du champ, hein, c'est dans des centres d'enfouissement, très cadrés et qui vont, permettre et garantir, la sécurisation d'éventuelles, pollutions des sols. Donc là, on voit que le taux de recyclage, c'est, au final, ce qu'on va récupérer en termes de matière, que ce soit à l'état matière ou que ce soit à l'état de l'équipement si, on fait la réutilisation et le taux de valorisation, ça va être le taux de recyclage plus la partie qui n'aura pas été récupérée en tant que telle, mais dont on aura récupéré l'énergie. Finalement, le taux de valorisation, c'est tout ce qu'on n'aura pas éliminé. Voilà et à ne pas confondre non plus avec le taux de collecte. Le taux de collecte étant, le poids des déchets qu'on va collecter chaque année au regard des équipements qui ont été mis sur le marché cette même année ou en moyenne sur, les 3 dernières années, les 3 années antérieures. Romuald, une Oui, clarification sur le slide précédent du coup, oui. de Christelle. Qu'entendez-vous par substitution? Alors la substitution, par exemple, c'est, le fait de récupérer, une matière, mais pas de la réexploiter, je dirais au même niveau de fonctionnalité qu'elle était. Je vais illustrer ça, avec, par exemple, nos anciens, écrans CRT là, les gros écrans. À la fin du traitement, on a du verre et ce verre, au plomb pour la plupart, on va pas pouvoir le réutiliser comme verre. Donc par contre, on va pas non plus le détruire juste pour récupérer de l'énergie, mais on va pouvoir l'utiliser pour faire du remblaiement de route, par exemple. Donc ce verre, il sera pas utilisé, au même niveau qu'il aurait pu être exploité en tant que verre, parce qu'il va se retrouver, sous un goudron, mais il aura quand même été utilisé en substitution, d'une terre. Donc c'est ça le principe de la substitution. J'espère que j'ai répondu à la question et vous hésitez pas à me relancer, si ce détail n'allait pas. En résumé de ce qu'on vient de se dire, si je suis dans mon entreprise, je vais avoir 2 choix. Soit je vais gérer, pour 2 choix sur ma fin d'usage, soit je vais gérer, un réemploi et donc je serai sur le régime du bien d'occasion. Donc je ne suis pas concerné par, la réglementation déchets. J'ai un enjeu, c'est d'assurer ce transfert de propriété, le formaliser, me garantir ma sécurité, effacer mes données et cetera.
J'ai à la fin, différentes actions pour, organiser ce remploi. Ça peut être une reprise de parc, une vente, ça peut être un don à ses employés ou à des entreprises, à des associations, pardon. Voilà, j'ai plusieurs choix et cette opération, permettra d'allonger la durée de vie. Et puis si je suis sur une problématique de déchets, là donc avec l'intention de me défaire parce que sur des matériels qui sont trop vieux ou qui ne fonctionnent plus, là je suis, sur une problématique déchets et dont l'enjeu est, le devoir d'élimination. Donc la REP, depuis 2005, impose la responsabilité aux producteurs de ces équipements, mais néanmoins, vu que c'est moi qui détiens ces déchets, après tout, je peux les gérer moi-même si je veux pas bénéficier de ce dispositif. Ce qui est quand même dommage parce que, j'ai quand même payé à la mise sur le marché une éco-contribution qui va financer cette filière. Mais bon, je reste, libre de mes actions et donc je peux, très bien répondre à cette responsabilité et on l'a vu, l'article L 541-2 fait que je suis responsable dans ces cas-là jusqu'à la valorisation. Donc au final, on a 3 choix. Soit on bénéficie du mécanisme de la REP et donc on s'adresse à un éco-organisme qui va, pourvoir à une solution, d'enlèvement gratuit pour les entreprises, et faire bénéficier d'un transfert de responsabilité. Soit je peux obtenir le même service, dans une solution individuelle, ça veut dire m'adresser à un fabricant, et il y en a très peu, qui répondrait à leurs obligations de manière individuelle. Soit troisième choix, c'est la partie droite, je décide de faire appel à un prestataire, je passe un marché. Alors, il peut y avoir des conditions qui l'imposent, néanmoins, voilà, il y a un autre principe à côté qui existe, mais, si on ne souhaite pas en bénéficier, dans ces cas-là, je suis responsable jusqu'à la valorisation finale et donc je vais, devoir, m'assurer que mon prestataire de collecte, de logistique et de traitement, eh bien, respecte bien, les exigences qui me permettent à moi d'assumer, ma responsabilité. Alors cette responsabilité, en synthèse, c'est quoi? C'est vérifier que, le traitement va être fait en respectant les taux de valorisation, qui sont imposés par la directive européenne. Vérifier que le prestataire, il est bien inscrit en préfecture pour le transport des déchets dangereux. Vérifier que le site, de réception des équipements, enfin des déchets est bien une installation, classée pour l'environnement. Vérifier que, les processus sont bien conformes, et que les conditions de travail, minimales sont en place, chez, le prestataire et enfin s'assurer qu'il y a assez de traçabilité qui permet de, suivre les exutoires des fractions issues de traitement. C'est-à-dire que même si au moment où on a fini la phase de traitement des déchets, que c'est redevenu de la matière, on doit s'assurer de vers où ces matières, repartent, pour, être sûr que, pareil derrière, les acteurs, répondent aux exigences qui s'imposent à eux. Alors la bonne nouvelle, c'est que toute cette vérification, toute cette checklist, toutes ces obligations, qui sont portées, est cadrée par, le Cnelec. Le Cnelec, c'est un comité européen, sur la normalisation en électrique et en électronique, pardon, électrotechnique, qui, avait pour mission, au départ, de d'établir les normes pour permettre, la bonne fabrication, la bonne commercialisation, la bonne utilisation, des appareils et puis aussi d'encourager le développement de technologies plus durables et donc est venu cadrer aussi, les opérations de fin de vie, donc les opérations de traitement de déchets et donc c'est toute une série de normes, qui ont, été créées. Donc là, on voit à l'écran, le process du début à la fin. C'est-à-dire qu'on va avoir une collecte en distribution, sur des points de collecte, peut-être les entreprises, via les collectivités locales pour les déchets des ménages. Avoir une prestation donc cette collecte et ce transport vers, un site de regroupement ou de traitement, est cadré par, la norme 5625-4, c'est comme ça qu'il faut lire le schéma. Et puis, ensuite, on va trier les différents équipements. En fonction du type d'équipement, ils vont, avoir différents, traitements, possibles. À chaque fois, on fera en sorte de respecter le principe de hiérarchie de traitement, donc d'encourager la réutilisation.
Et enfin, une fois que les traitements de recyclage seront aboutis, le traitement de recyclage, c'est tout simplement on dépollue, on broie, on sépare toutes les matières, puis ces matières repartent vers des opérations d'affinage pour elles-mêmes retourner dans l'industrie. Et là, on reboucle le cercle. Donc toute la chaîne de traitement, de la collecte jusqu'au traitement final, est cadrée par une norme Sénélec. Certains ont dû aussi entendre parler du WILABEX. Le WILABEX, c'est un label européen qui est destiné aux entreprises de la filière de collecte et de recyclage. Et donc, en fait, le fait de bénéficier de ce label garantit à celui qui fait appel à ce prestataire que les normes Sénélec sont bien respectées. Le but de ces normes étant bien d'harmoniser les pratiques, d'éviter des concurrences déloyales, d'atteindre les bons taux, de vérifier que la traçabilité est bien en place, de maîtriser tous les procédés de traitement jusqu'au traitement aval. Voilà, c'est vraiment un objectif d'harmonisation et d'élévation finalement des pratiques au niveau européen, vu que WILABEX est un label européen. En résumé, WILABEX, c'est un organisme de certification, c'est un organisme privé qui atteste le respect des normes Sénélec en matière de traitement des déchets. Ce qui veut dire que certains prestataires peuvent ne pas avoir ce label, mais pour autant respecter les normes Sénélec. Donc c'est pas nécessaire et suffisant en fait. WILABEX, ça vous garantit que c'est un respect de la norme, mais on peut respecter la norme sans être WILABEX. C'est une démarche pécuniaire. Il y a des opérateurs locaux de petite taille qui n'ont pas forcément les moyens d'obtenir ce label, et c'est pas pour autant qu'ils respectent pas la norme. Donc il faut bien distinguer ces deux notions. Et surtout, le WILABEX, c'est un label qui s'obtient pas pour l'ensemble de son œuvre et de tous ses sites et de toute cette phase de traitement. Un label WILABEX concerne un site bien particulier, pas tous les sites d'un prestataire, concerne un flux d'équipements, donc c'est les petits appareils en mélange ou les gros électroménagers, froid, hors froid ou les écrans, mais c'est pas l'ensemble. Il y aura un label par type d'équipement. Et enfin, concerne une étape de traitement bien particulier. On peut être WILABEX collecte logistique sans être WILABEX traitement. Donc le prestataire qui revendique être WILABEX, c'est un peu juste comme information, il faudra aller chercher, il est WILABEX quoi. Donc ça, c'est vraiment important si on veut bien assumer sa responsabilité, parce que sa responsabilité court jusqu'à la valorisation finale, comme je l'ai expliqué plusieurs fois. J'arrive au bout, mais j'espère qu'on pourra dépasser un petit peu pour le jeu des questions-réponses, s'il y en a. Alors, les limites au recyclage. En fait, on a 3 grandes limites que j'ai essayé d'illustrer sur cette slide. La première, c'est qu'on a des équipements qui sont vieux et qui sont pas encore obsolètes. Faut savoir que sur le marché de l'électrique électronique, en poids, ce qui pèse le plus, c'est quand même les frigos. Moi personnellement, mon frigo, il a plus de 25 ans, il fonctionne encore. Il est donc plus vieux que la filière. Donc ça veut dire que, on l'a pas compté comme mis sur le marché. Donc voilà, il y a quand même un décalage, sur la fin de vie des équipements. La fin de vie des équipements est souvent bien plus grande que ce que l'on croit. Donc en termes quand on calcule un taux de collecte qui consiste à prendre ce qu'on a collecté l'année N sur la moyenne des 3 dernières années d'équipements mis sur le marché, forcément, le taux de collecte, ça ne veut pas dire que il y a des choses qui échappent. Peut-être que c'est des équipements qui sont pas encore devenus des déchets. Ensuite, on a une problématique d'aller chercher des matières qui sont présentes en quantité infinitésimale dans des équipements. Dans un smartphone de 100 grammes, il y a 0,003 d'or. Donc imaginez qu'il en faut beaucoup pour aller chercher l'équivalent d'un lingot. Et enfin, on a les progrès, les avancées technologiques qui poussent à faire des alliages de plus en plus fins
à l'échelle, on appelle ça la nanotechnologie, parce que c'est à l'échelle nanométrique. Et donc, c'est un petit peu le principe du recyclage de la mayonnaise. C'est pas tellement possible, d'une mayonnaise, on aura du mal à récupérer, de l'huile, et des œufs et de la moutarde. Donc, on a une problématique de ces alliages qui sont faits vraiment en toute petite, taille, et où on n'est pas encore en mesure d'aller chercher, de reséparer, ces alliages. Mais vous allez voir juste après, il y a quand même quelques perspectives, dans le domaine. J'ai presque fini. Je vous ai mis cette interview d'un docteur qui travaille au sein de l'ONU, et qui, nous précise qu'on a atteint le moment où, aujourd'hui, il y a plus d'or, dans une tonne, de téléphone portable que dans une tonne de minerai d'or brut. C'est-à-dire que si je dois aller chercher de l'or, j'ai beaucoup plus intérêt, déjà à aller le chercher dans les déchets que d'aller chercher dans l'écorce terrestre qui, du fait de comment dire? Ressources limitées, aujourd'hui, nécessite d'aller, toujours chercher, un peu plus de terre pour rapporter toujours un peu moins de minerais. Donc on a, vraiment intérêt à, continuer nos efforts pour créer ces gisements de déchets, de bien gérer, nos tris, éviter les enfouissements, éviter ces erreurs de tri, et ainsi on va maximiser les gisements, et donc on pourra plus facilement, créer ces gisements utiles aux industriels, pour aller rechercher ces métaux, ces éléments chimiques, présents en très petite quantité. Hem, Justement sur ces équipements, sur ces matières et ces éléments chimiques, les fameuses terres rares, les métaux précieux ou les métaux de conflit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, on est capable d'aller chercher de l'or sur des cartes électroniques, mais ça va être au détriment d'autres éléments chimiques. Parce que, on va passer ça dans un four, ça va monter à une certaine température, où on va utiliser des composants chimiques pour aller affiner et aller chercher ça, mais ça va être au détriment d'autres. Donc en fait, on a, ce qu'on appelle un conflit, une concurrence des métaux. Il faut décider ce qu'on va chercher et comment on va les chercher. Donc, c'est pour ça que, il y a une étude qui est en cours, qui est menée par l'ADEME avec la filière, des 3E, et aussi la filière des véhicules, hors d'usage, où on est en train de s'appuyer sur les trottinettes pour, aller voir comment on peut récupérer, le néodyme, qui sont les petits aimants, qui permettent, de faire avancer, le moteur, électrique, et qui sont, des tout petits éléments, mais qui sont quand même présents en quantité suffisante, dans une trottinette pour qu'on puisse, se concentrer, aller les chercher. Donc, ces néodymes, par exemple, il y en a aussi dans les équipements IT, mais ils sont présents de manière beaucoup plus diffuse dans l'ensemble des composants. Donc c'est aujourd'hui difficile de savoir combien il y en a vraiment, dans un ordinateur, et puis surtout où c'est. Les perspectives, par rapport à cette problématique, c'est d'une part la loi AGEC, dans son article 13, impose à compter de 2023 aux fabricants de, fournir la liste des matières, qui sont présentes dans leurs équipements. Donc, on a une avance, c'est qu'on saura ce qu'on peut aller chercher. Après le point d'après, c'est, comment on va aller chercher? C'est-à-dire où ils se trouvent dans les équipements. Et sur ce sujet, on a, au sein d'Ecologic, une doctorante qui fait une thèse au sein du CEA, et qui travaille sur, quels procédés chimiques on peut utiliser pour aller, à l'échelle, moléculaire, rechercher, séparer, les molécules, pour, permettre de pas, perdre, des métaux quand on en cherche un autre, pour éviter cette fameuse concurrence. Et aujourd'hui, donc grâce, au CO2, utilisé à l'état supercritique, si on arrive à réunir les bonnes conditions, on est capable en laboratoire, de séparer, au niveau, moléculaire, les différentes terres rares et les différents métaux. Donc, on n'en est qu'au niveau du laboratoire, mais ça passera au niveau industriel si ça fonctionne, et s'il y a les gisements, suffisants. Voilà sur, ce que je voulais parler sur les bonnes perspectives. Au final, bien gérer ces D3E, ça répond quand même, avec tous les enjeux qu'on vient de voir,
à 11 des 17 sur 17 objectifs développement durable qui ont été jugés comme prioritaires par l'ONU. Donc c'est pas une action mineure, c'est une action majeure que de bien gérer nos déchets électriques et électroniques. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour bien gérer? Bah, il faut bien acheter, bien utiliser et bien se séparer. C'est un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Bien acheter, c'est-à-dire, voilà, acheter d'occasion, acheter la juste taille, peut-être louer au lieu d'acheter, voir s'il y a des labels qui s'appuient sur des critères. Bien utiliser, bah, c'est, bien, penser à notre usage et à nos pratiques, être plutôt connecté à un fil qu'en 4G, réduire nos usages vidéo parce que c'est ce qui pèse le plus dans le tuyau internet et puis, bah, débrancher nos équipements quand on les utilise pas et enfin bien se séparer. Bah, c'est vendre ou donner, on a vu pour, allonger sa durée de vie et puis, bah, si, on est vraiment sur, la fin de vie, bah, bien recycler ses équipements, ce qui évitera bah, des mauvaises, pollutions et de perdre les ressources. Et puis, ben, pour rappel, le baromètre de l'Alliance Green IT, permet de mesurer sa maturité, sur sa stratégie numérique responsable et cette stratégie numérique responsable impose évidemment de bien acheter, de bien utiliser et de bien, se séparer. Donc, la revue des 8 thématiques, autour d'une centaine de questions, va vous permet de mesurer, la maturité de votre organisation, sur ce sujet. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre écoute, j'ai presque tenu le timing, malgré, l'interruption, et bah, je me soumets à toutes vos questions. Je vais pouvoir les suivre, en direct. Thomas, peut-être que tu as relevé des questions, Bien sûr, j'en ai quelques-unes. Merci Romuald. La première question, c'est Anne qui la pose. Alors que les pièces détachées d'occasion ont déjà une vraie filière pour l'automobile, cela n'existe pas pour l'électroménager ou média. Que prévoit Écologique? Et en fait, alors Anne parle de générer des pièces détachées d'occasion à partir de produits en fin de vie, bien comme ce sûr. qui est fait dans l'automobile. Alors, bah, c'est le principe de la réutilisation, hein, la réutilisation, ça consiste à quelque chose qui est passé au statut de déchet, on va le reprélever, donc prélever des kilos de déchets pour en refaire réutiliser des équipements et cette phase va évidemment, générer de nouvelles pièces détachées. Au niveau de la réparation, alors la mise à disposition des pièces détachées, c'est tout ce que, vient d'imposer les derniers décrets là, dont j'ai fait référence, d'avril 2023. Ensuite, les éco-organismes financent depuis, 2023 le fonds réparation, donc qui vise à, permettre d'avoir une indemnité pour la personne qui fait réparer un objet, bah, avoir une indemnité, donc on va lui payer en partie, la facture et ça a donné naissance aussi à un réseau d'opérateurs agréés, c'est le label Quali-Répar et donc ça permet de garantir que, le réparateur à qui on confie son équipement, bah, respecte un référentiel et donc bah, ça va viser, à garantir un certain niveau de qualité de la réparation et bien entendu, plus il y aura de réparateurs, plus il y aura une pression sur, l'accès aux pièces détachées et donc plus, ces opérations vertueuses vont se développer. Merci Romuald, j'espère que ça répond bien à la question. On a une autre, question de la part d'Idriss. Quelles sont les sanctions prévues si l'équipement est donné sans formalisation? Alors, je sais pas s'il y a des sanctions, il y a surtout un problème comptable et fiscal, hein. Quand on a des équipements qui sont enregistrés comme une immobilisation dans sa comptabilité, faut la sortir et de façon à la sortir, c'est soit il y a une cession, soit, c'est devenu un déchet. Donc soit, il y a une cession et bah, on doit c'est vraiment la recommandation que je donne, c'est pour attester de cette cession, c'est-à-dire attester que ce n'est pas un déchet, comment, cet équipement a été donné. Donc c'est pour ça que j'encourage vraiment à formaliser cette cession, même si c'est à titre gratuit, pour libérer son actif en fait, de bilan bah, donc si c'est du déchet, il y aura un suivi, par le bordereau de suivi de déchets ou le suivi via, les enlèvements de l'éco-organisme.
Donc la sanction, c'est, une sanction, je pense, fiscale avant tout, et de pouvoir justifier, lors d'un contrôle, pourquoi, une immobilisation qui était présent, l'année d'avant a disparu sans pour autant être devenue un déchet. Merci Romuald. On a une autre, question de José. Est-ce que des statistiques sont disponibles sur les modèles de smartphones collectés par Ecologic? Excuse-moi Thomas, j'ai une coupure, pardon. Ouais, est-ce que des statistiques sont disponibles sur les modèles de smartphones collectés par Ecologic? Non. Au niveau modèle, non, comme je le disais, les déchets, c'est suivi au kilo. Donc en gros, c'est des tas, hein. On est passé du neuf bien aligné, à l'occasion, des fois un peu moins emballé, mais quand même encore aligné. Aux déchets, on est passé sur du tas et là, on fait pas de tri par, modèle, on fait même pas de tri par équipement, type, smartphone. Tout ça, ça va aller dans un même tas qu'on appelle les petits appareils en mélange. Par contre, ce qu'on fait, c'est que, régulièrement, on va prélever, dans ce tas de petits appareils en mélange, une certaine quantité, 1 tonne, 10 tonnes et on va faire ce qu'on appelle un un audit d'échantillonnage et on va regarder dans ce tas de 10 tonnes, bah, combien il y a de kilos de smartphones, combien de kilos d'imprimantes, combien il y a de kilos d'aspirateurs, de sèche-cheveux et cetera et comme ça, on va pouvoir à peu près, évaluer, le pourcentage des déchets qui sont pris, en compte. En revanche, dès l'instant qu'on fait du réemploi, bah, là, on a un suivi, plus fin, et ensuite, au niveau du modèle, ça reste quand même encore compliqué. Super, merci Romuald. Une autre question de Christelle, concernant l'article 13 de la loi AGEC que tu as présenté. Oui, Est-ce qu'il s'agit d'une obligation en cours ou fin 2023? pour moi, c'est au 1er janvier 2023. Mise en application au 1er janvier 2023. Alors je mets une petite réserve sur ce que je suis en train de dire, à vérifier, mais c'est clairement écrit, hein, dans la loi. Je pourrais, répondre à ça, un peu plus tard, mais pour moi, c'est au 1er janvier 2023. OK, noté. Une autre question qu'on a et celle-là, elle a fait l'objet d'un débat il y a quelques jours, sur c'est Cécile qui la pose. Sur les métaux rares, il y a aussi toute la notion de décyclage et de perte de qualité des propriétés de certains métaux. Oui, alors ça, bah, oui, c'est marrant, on a eu ce débat là il y a quelques jours, c'est, très intéressant. Alors, le décyclage, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs définitions. Le décyclage, si je regarde la définition, Wikipédia, c'est, le principe de substitution dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'on va pas recycler, vu qu'on revient pas à la matière qui va être réutilisée, mais on va, prendre des bouts de verre et on va remblayer. Donc là, on est dans une phase de décyclage au sens, en fait, décyclage, c'est le français de downcycling qui s'oppose à l'upcycling. L'upcycling, c'est je prends un déchet, j'en fais une œuvre d'art, j'upcycle l'équipement, le déchet. C'est-à-dire qu'il avait 0 valeur et c'est devenu, une valeur incroyable parce que c'est une œuvre artistique. Ça, c'est l'upcycling, et le downcycling, ce serait l'inverse et alors au niveau, ce serait donc de pas recycler au même niveau de, comment dire? De caractéristiques, et de fonctionnalités physiques de la matière elle-même, comme je vous disais, du verre pour, combler une route, et dans le débat qu'on a eu, il y avait effectivement cette notion de concentration, de métaux, oui, à laquelle j'ai du mal à répondre parce que, il y a différentes choses. Il y a les éléments chimiques de la table de Mendeleïev. Ça, le cuivre, c'est du cuivre et ensuite il y a des alliages, et donc, comme je disais, on peut prendre, un alliage, c'est un mélange d'éléments chimiques dont, le principal élément est un métal. Donc, effectivement, sur un alliage, on peut avoir des problèmes de concentration. Mais comme, quand on recycle, on va séparer les matières et ces fractions vont aller ensuite suivre des étapes d'affinage. En gros, le cuivre, il va aller, dans un haut fourneau pour, être monté très fort en température. À la fin, on va ressortir une cathode de cuivre, à la bonne concentration. Donc, oui, au niveau des alliages, on n'est pas, forcément en mesure de retrouver, la bonne concentration
comment dire, assurer la même caractéristique physique de l'alliage, mais au niveau de la matière, au sens éléments chimiques de la table de Mendeleïev, quand on monte les fractions à la bonne température, à la fin, on sort du métal pur. J'espère que j'ai répondu, mais je veux bien en reparler de ça, hein. Ouais, on verra dans le En fait, ça fait partie de ces termes d'écyclage qui ont plein de définitions, donc c'est très difficile de répondre. On l'a vu, là, la remarque qui est faite par Cécile, hein, c'est ça? c'est ça. La remarque qui est faite, elle fait référence à la définition de Aurore Stéphan, si je ne m'abuse, et c'est pas la même, définition dans Wikipédia. N'hésitez pas à nous dire, Cécile, si on a bien répondu dans le chat. J'ai 2 En tout questions. cas, j'ai dit, que sur ce sujet-là, la personne qui fait une thèse chez nous et au CEA, elle travaille justement là-dessus pour comment, au niveau moléculaire, aller bien séparer les matières, au final repartir à zéro et reconstituer les alliages. J'ai deux questions, parfait, Cécile. J'ai 2 questions qui sont sur des obligations spécifiques pour des cas, particuliers. Une question de Dimitri: quelles sont les obligations pour un petit revendeur informatique indépendant? Et une question de Marion: quelles obligations pour les importateurs, revendeurs de produits en provenance de l'étranger, hors UE, en matière de réparabilité, dans la mesure où ils n'ont pas la main sur la fabrication des produits? Oui. Donc le premier question c'est une question relative au statut de distributeur. Donc le statut de distributeur, il y a la slide, hein, encore une fois, je partage la présentation, donc il y a pas de souci. C'est, principalement une obligation d'information, de reprise, donc mettre en place des solutions et d'afficher ou non, l'éco-contribution, en fonction de son marché, si on est sur, un marché, ménager ou un marché, professionnel. Donc vous êtes obligé de reprendre un équipement, si vous en vendez un neuf, c'est une obligation, ce qu'on appelle le 1 pour 1, et si vous avez une surface de vente qui dépasse les 400 carrés, vous avez une obligation de 1 pour 0, c'est-à-dire, de reprendre les petits appareils, donc qui dépassent pas 25 centimètres, sans obligation d'achat. La deuxième question concerne le statut de metteur sur le marché. Comme je le disais, le producteur d'équipement ou le metteur sur le marché, c'est le représentant national d'une mise sur le marché. Donc en effet, l'importateur qui achète des équipements, à l'étranger, devient le responsable sur le territoire national et donc s'impose à lui toutes les obligations, qui s'imposent aux fabricants. Donc c'est quelque chose qu'il doit imposer à l'usine avec qui il travaille, si, il y a des obligations de réparabilité, et d'ailleurs, il y a pas des obligations de réparabilité, il y a des opérations d'affichage d'un indice de réparabilité, ce qui est pas complètement voilà. Donc, vous devez imposer à votre fournisseur, bah, de vous fournir les informations nécessaires pour que vous-même puissiez répondre à cette obligation. Merci Romuald, j'espère que ça répond à la question. Et la dernière question J'ai vu que passer un truc sur les sirettes aussi là, c'est Léo. noté, ouais, c'est celle-là, c'est la Mmh. question de Bruno. La responsabilité du traitement des D3E est-elle liée aux sirènes ou aux sirettes? Si nous récupérons des équipements D3E qui appartiennent à une autre entreprise, comment doit-on les gérer? Alors, si Bruno est encore en ligne, je veux bien qu'il me formalise la question parce que je comprends pas tellement la question. La responsabilité du traitement des D3E est-elle liée aux sirènes ou aux sirettes? Alors, est-ce que c'est en lien avec Track Déchets, peut-être? En effet, quand on saisit, son sirette, on est désigné comme le détenteur des déchets et donc ça impose à nous, le fait de suivre ces déchets jusqu'à la valorisation finale. Mais comme je vous disais, il y a une exception, quand vous travaillez avec un éco-organisme, ce SIRET est accompagné d'une petite case à cocher, qui dit, «Transmis à un éco-organisme» et qui libère sa responsabilité. Donc donc la responsabilité de traitement, elle est bien liée au SIRET, sauf si la case à cocher, a dit, confier à un éco-organisme. Et si nous récupérons des équipements D3E appartenant à une autre entreprise, alors là, j'ai un problème.
des équipements D3E, c'est 2 choses différentes. Il y a les équipements et qui deviennent des D3E quand ils ont passé ce statut de déchet. Donc soit vous récupérez des équipements d'occasion, donc il y a un transfert de propriété vers vous, de la part d'une autre entreprise, vous faites un rachat par exemple, ou vous êtes donataire, d'un don. Soit vous récupérez des D3E et donc vous êtes un gestionnaire de déchets au sens de la législation et donc ça impose à vous soit d'être en contrat avec un éco-organisme, soit d'assurer au client que celui à qui vous allez confier ces déchets, qu'il n'y aura pas de manipulation de votre part et que celui à qui vous allez confier ces déchets est bien en contrat avec un éco-organisme. Bruno, j'espère que je vous ai répondu. Vous nous entendez? Oui. Tout à fait. En fait, on aime utiliser nos ressources. En fait, c'est ma collègue Sophie qui posait la question. Oui, effectivement, moi je suis confrontée à ce sujet-là. Alors, je comprends effectivement la différence entre équipement et D3E. C'est pas de la récupération des D3E. C'est plutôt que dans le cadre de notre métier, on récupère des salles, type d'hébergement ou autre, pour lesquelles les clients sont partis et nous ont tout laissé. Quelle obligation nous on a et peut-on le faire alors que nous ne sommes pas propriétaires de ces déchets? Alors en fait, c'est cas compliqué. Donc c'est une défaillance par exemple d'entreprise et il y a une salle à vider quoi, en gros? Une fin de contrat, voilà, les gens ne souhaitent plus être hébergés chez Orange, par exemple, ils s'en vont, mais ils laissent D'accord. tout. Est-ce que nous, Alors, on donc doit faire en laissant ouais, tout, ils ont transformé ces équipements en déchets vu qu'ils les ont abandonnés. oui, Donc, vous êtes face à des déchets. Donc, ça impose à vous vous devenez le détenteur de ces déchets vu qu'ils sont présents chez vous. Donc ça impose à vous les obligations liées aux détenteurs et donc de suivre, le traitement de ces déchets, jusqu'à leur valorisation finale. OK, et En on peut fait, pas vous les n'êtes pas le obliger producteur, vous êtes le détenteur des on déchets. ne peut pas les obliger, ces entreprises, à traiter leurs déchets? Alors, est-ce qu'on peut les ob Eh, c'est compliqué parce que vous l'avez vu, le L541-2, il dit: «Tout oui, producteur ou détenteur». Donc là, on est OK. exactement, sur le sujet. Je sais pas dans quelle mesure vous pouvez les obliger à vider la salle eux-mêmes. C'est un petit peu ça, hein, physiquement, ce qui se passe. Là, j'avoue que c'est compliqué, pour moi, mais je pense, mais vous êtes obligé de rentrer dans une action de justice et d'aller chercher leur responsabilité en tant que producteur de déchets. Mais à l'instant T, vous êtes quand même le détenteur des déchets, vous voyez ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire vous pouvez pas les prendre et mettre dans le champ, quoi. Bon, le mieux dans tout ça, c'est de faire appel à Écologique, on vient gratuitement les enlever, hein. Vous serez tranquille. Gratuitement? Ah oui, en fait, gratuitement parce que comme je vous disais, l'éco-organisme, il est, financé, par l'éco-contribution à la mise sur le marché. Donc nous, en fait, on a déjà reçu, au moment de la mise sur le marché de cet équipement, un financement et ce financement, nous permet d'offrir ces solutions d'enlèvement, et donc c'est des solutions d'enlèvement gratuites sur site partout en France. La limite, le seuil de déclenchement, c'est 250 kilogrammes de déchets sur palette, à quai. Donc, en gros, si vous avez une palette ou 2, qu'elle est disponible à quai, on vient gratuitement partout en France, DROM-COM inclus. D'accord. Merci. Si. Et pour, profiter de ce service, on a une plateforme qui s'appelle e-déchets.com. Alors si pas à quai, je vois les questions là, si pas à quai, en fait, on est capable de venir chercher en étage, même si c'est pas sur palette. En revanche, on n'est pas dans le cadre de la solution, gratuite standard, mais on a des services complémentaires, donc on est capable de réaliser toutes les prestations qu'il faut. Dans l'IT, il y a des problématiques de sécurisation de données, tout ce qui est climatisation, traitement d'air, il y a des problématiques d'extraction de fluides. Dans les équipements de cuisine, par exemple, il y a des problématiques d'équipement
de très grande taille, donc avec des logistiques particulières à mettre en place. On sait tout faire, on n'a pas limite. Nous, on n'a pas de camion, on n'a pas d'usine, on fait appel à des sous-traitants et on est financé pour ça. Donc on saura toujours mettre, le logistique à disposition et en plus de ça, bah, comme, on a, comme je vous disais, ni usine ni camion, on traite sur des marchés, de longue durée avec des sous-traitants et on donne les marchés par département et par type d'équipement. Donc on sera toujours une solution efficiente en matière, logistique et notamment en termes de déplacement. Est-ce que je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Enfin, je crois qu'effectivement, on a répondu à tout. Bon, je suis, vraiment, bah, désolé, évidemment, les gens sont pas là, donc je m'excuse auprès d'eux, mais ils sont pas là. Ceux qui les connaissent pourront le pourront leur transmettre et ce que je te propose, Thomas, c'est qu'on refasse, une séance, de cette, présentation, parce que je suis bien confus que la moitié des inscrits aient pu, y participer. OK, bah, écoute, on va proposer ça aux inscrits, à ceux qui n'ont pas pu participer. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour votre, présence aujourd'hui et puis on espère à très bientôt, voilà, dans le cadre de la gîte, on l'espère également. Merci à tous Un grand merci. et n'hésitez pas à me poser vos questions, en off via LinkedIn, via mon téléphone, voilà, je suis toujours disponible. Merci Thomas, merci Romuald.